Cube Radio. Gros choc ce week-end entre les 49ers et les Eagles. Qui sera le roi de la montagne après la semaine 13 dans la NFL? Ça brasse en Caroline alors que la descente aux enfers se poursuit pour les Panthers. Déjà 8 équipes avec au moins 8 victoires. Mais est-ce qu'il y a une fraude dans le lot? Le pickleball, est-ce une nouvelle carrière pour les corps retraités de la NFL? Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar. De savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à la Zone Payante. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine et c'est un plaisir de retrouver aussi Stéphane Cadoret dans son man cave. Salut Steph. Salut, Monsieur Jean-Nic. Les deux de retour au fret. Heureux d'être chez nous quand même. Home sweet home, hein? Eh oui, exactement. Donc, Stéphane qui revient de Détroit, moi qui reviens de la Floride, avec un petit rhume, imagine-toi donc. Ah, puis c'est toi qui as un rhume, tu reviens du soleil, la playa, puis moi je reviens de Détroit en pleine santé. On comprend pas ce qui se passe. Moi. Vous pouvez nous écouter sur Cube Radio, vous allez à cube.ca, ou si vous pouvez nous écouter sur toutes les autres plateformes de balado, vous pouvez aussi nous regarder. Alors, on est donc aussi sur Cube en version audiovisuelle ou sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur le compte de Cube Radio et sur la zone payante. Bon, Steph. Yes. Parlons-en un petit peu de ton séjour de la Thanksgiving. T'es allé voir le match, le upset de la fin de semaine. Tu sais, il y a toujours un upset quand c'est la Thanksgiving. Moi, j'avais misé sur Seattle. J'ai pas réussi à avoir mon upset. L'upset, il était plutôt à Détroit, alors que les Packers ont battu Détroit jeudi dernier. Mais va vite là-dessus, mais j'aimerais ça aussi que tu nous parles de The Game. Quand Michigan. Oui, parce que ça m'a viré sur le dos. Ça m'a viré sur le capot ben raide. Écoute, la NCAA, tu sais, c'est quand même un excellent show, mais de vivre l'expérience sur place, la crowd d'étudiants, 110 000 personnes dans le Big House, le tailgate à perte de vue. Tu sais, t'arrives là sur un terrain de golf en face du stade, le monde se parque là, ça tailgate, c'est un peu n'importe quoi, c'est la folie. Les marching bands des deux équipes, une rivalité vieille de plus de 100 ans. Tous les ingrédients étaient là pour avoir un gros fun, honnêtement. Tu sais, du monde qui te propose du bourbon à 8 heures le matin, toutes sortes de trucs de même. Ça m'a vraiment jeté à terre toute l'émotion qu'il y avait dans le crowd. Moi, c'est surtout ça, la foule, à quel point c'est différent de la NFL, la NHL, tu sais, des autres sports professionnels que j'ai pu couvrir, là. Puis là, ce qui était encore plus trippant, c'est que j'étais dans la foule, tu sais, j'étais pas sur la galerie de presse à essayer de décrire un match, à vouloir être concentré sur qu'est-ce qui se passe, faut que je rapporte ça fidèlement tantôt dans un texte. Là, j'étais là, je vivais le moment pour pouvoir le raconter plus tard. Fait que, tu sais, c'était complètement autre chose. Puis, écoute, 110 000 personnes, comme je te dis, la vague bleue et jaune qui déferle au Michigan. Go Blue! Oui, c'est ça, c'était toute beauté. Puis, c'était quand même Isaïs, mais j'ai pas assisté là, à des incidents. Tu sais, c'est pas super trippant quand ça se met à se batailler puis que ça se pogne partout. C'était pas ça. Là. Tu sais, ça se bavait gentiment. Il y en a même qui arrivaient à tailgater ensemble un peu. Fait que c'était bien cool, bien relax, super trippant. Puis le storm de field à la fin. Là. Quand les gens se jettent sur le terrain. Tu sais, ça, tu vois pas ça nulle part ailleurs. Moi, ça m'a fait c'est de l'adrénaline capoter, à son état pur. Là. Ah ouais, c'est clair. Fait que ça, c'était merveilleux. C'est une belle tradition de la NCAA, ça. Bon, là, ça m'amène un peu à mon deuxième sujet. Tu nous as pas parlé encore du match de Détroit, mais il y a 8 équipes qui ont 8 victoires, dont les Lions de Détroit. Indeed. Et là, on est tout le temps à la recherche là, de la fraude. Là. Quelle équipe parmi les 8 qui ont 8 victoires, qui ont pas leur place là? Est-ce que la défaite de Détroit t'a laissé un goût amer puis t'a dit peut-être que il leur manque plus de pièces qu'on pense dans le puzzle puis que c'est pas une équipe qui va faire long feu en série si elle se rend en série? Ouais.
Ben, les Lions vont se rendre en série par la force des choses. Là, la division Nord, bon, t'as les Vikings qui sont quand même pas méchants, là. Mais je pense pas qu'ils vont les rattraper. Il y a 2 matchs d'ici la fin de l'année contre Détroit, ça donne une chance. Mais je pense quand même que Détroit va rester au sommet. Mais ils ont montré des trous évidents. Puis ça fait pas une semaine, ça fait 2-3 semaines là, que la défense c'est beaucoup moins bon. Ils ont gagné un match, je pense, de 41-38. C'était-tu contre les Chargers? Il y a une couple de semaines de ça. Ça fait quelques fois là, que je me dis qu'est-ce qui se passe avec cette défense-là. Ils donnaient une 20aine de points par match dans les 6 premiers matchs. Puis là, depuis 4-5 semaines, c'est 29 points en moyenne. Ça laisse des doutes quand t'approches des séries comme ça. C'est pas le moment de connaître une séquence de même. L'attaque aussi, beaucoup plus de revirements. On voyait pas ça au début de l'année. Jared Goff qui prenait un soin jaloux du ballon. Et là, écoute, contre Green Bay, là, le match où j'étais là à Détroit, des fumbles sur 2 séquences à l'attaque successives. Moi je suis pas de là à paniquer et à dire les Lions là c'est raté puis c'est n'importe quoi puis on va voir d'ici la fin de l'année ils vont avoir une fiche négative, mais je pense pas qu'ils vont faire un long bout en série. C'est compliqué dans la nationale avec les Eagles et les Niners qui sont clairement au-dessus de la mêlée, je pense. Je suis pas convaincu de leur chance de veiller tard. On y reviendra un peu tout à l'heure au match de la semaine quand on va parler des prédictions entre les 49ers puis les Eagles, mais les Lions de Détroit, écoute, ils ressemblent un peu à leur coach Campbell. Tu sais, si t'es pas primé, si t'as pas l'émotion qui t'accompagne, t'auras pas un bon match, tu sais. Puis Dan Campbell, je veux bien là, tu sais, qu'il va chercher l'émotion des gars, mais sur 17 matchs, c'est difficile. Peut-être que ça va remonter en série. Moi, c'est plus l'inverse que je pense. C'est qu'ils vont connaître un long passage à vide. Puis ça se peut qu'en série, ils retrouvent leur énergie que Dan Campbell va leur insuffler. Peut-être, parce que oui, l'émotion, ça joue au football. Là. Ceux qui y croient pas, écoute, c'est peut-être le sport le plus émotif par le fait que les games sont tellement importantes à chaque semaine. Tu es tellement investi. C'est pas comme une saison où tu peux en échapper 3-4 puis te reprendre sans problème. Là. C'est très compliqué au football de se remettre d'une défaite. Fait que t'as peut-être raison, mais il y a quand même des éléments, moi, stratégiques là, qui m'inquiètent là-dedans. Comme je te disais, là, l'attaque qui fait moins attention, la défense qui donne beaucoup de points soudainement, ça, c'est pas bon signe. Mais tu sais, écoute, c'est pas les seuls. Tu as mentionné qu'il y a 8 équipes avec plus de 8 victoires ou plus. Il y en a une couple là-dedans là, qui n'ont pas encore battu d'équipes gagnantes. Ça va être un test d'ici la fin de l'année. Moi, je t'ai toujours dit depuis le début de l'année que je crois en tes Dolphins, mais on l'a pas encore vu, ça, par contre, faut l'admettre. Puis on va avoir une bonne idée. Là, dans les prochaines semaines, il va y avoir des matchs contre les Cowboys, les Ravens, les Bills pour finir l'année. Je pense qu'on va savoir. Là. Les Cowboys ont pas battu une équipe qui a plus de 4 victoires. Aussi, c'est là que je m'en allais. C'est la deuxième équipe que je faisais référence. Les Cowboys, là, écoute, ça, là, d'ici la fin de l'année, Eagles, Bills, Dolphins, Lions, la fiche pourrait être drastiquement différente dans quelques semaines. Tu sais, les Cowboys montrent de très, très belles choses, mais ils ont écrasé, là, ben c'est ça, ils ont écrasé des adversaires là, vraiment massacrés. Fait que du coup, tu as une impression qu'ils sont tout puissants. Il faut tout le temps regarder le calendrier. Tout le temps, c'est bien important. En terminant, j'aimerais ça que tu me parles de la situation en Caroline. C'est pas une équipe avec un gros fanbase. C'est pas une équipe avec une grande histoire. C'est pas une équipe, on dirait, qui nous intéresse tant que ça au bout du compte. Mais ils sont allés chercher le premier choix au repêchage. Sont allés chercher un jeune carrière dans lequel c'est un bon gars. On souhaiterait le voir réussir. Là, ils ont seulement une victoire depuis le début de l'année. Puis ils viennent de congédier leur entraîneur-chef. Frank Reich qui est déjà parti, c'est incroyable. Puis tu sais, là, c'est un problème qui se répète en Caroline. Puis je ne sais pas si Frank Reich était l'homme de la situation, s'il avait pas le choix de faire ce move-là. Moi, je trouve que c'est précipité, personnellement. Je comprends que les résultats étaient pas là, puis que tu vas me dire, ouais, mais la NFL, c'est une ligue de résultats. Ouais, mais ça se répète, là, la situation en Caroline. Tu vois, depuis que David Tepper, qui est le propriétaire, a acheté l'équipe, en 2019, il y a 22 matchs déjà là, qui ont été dirigés. 2018 même, je pense, qu'il a acheté l'équipe. 22 matchs déjà qui ont été dirigés par des coachs par intérim. Ça veut dire que la roue, elle tourne tout le temps.
sais, ils ont congédié Ron Rivera en cours de saison. Ils ont congédié Matt Rhule en cours de saison. Là, ils congédient Frank Reich en cours de saison. Tu sais, c'est le 3e de suite. Il y a des rumeurs là-bas que le propriétaire est quelqu'un de très, très, très... tu sais, la culture semble toxique. Là, ouais, des sautes d'humeur. Paraît qu'il y a une certaine culture toxique là-bas. On n'est pas là pour le voir, mais... quand tu regardes le pattern, là, c'est un après l'autre, après l'autre. À un moment donné, moi, ce que je me dis, c'est quel candidat sérieux tu vas intéresser à ce poste-là? Quel candidat crédible là, va dire « Je vais y aller en Caroline, moi, pour risquer de me faire mettre dehors quand le boss est tanné, là, tout de suite. » Tu sais, je te dirais, moi, j'en ai... Je l'entends, là, un peu, mais c'est la NFL, tu sais, en même temps, tout le monde rêve d'avoir un... C'est comme... Ça dépend. Si tu veux juste une opportunité... Est-ce que Bill Belichick ira pas en Caroline parce qu'il a pas confiance au propriétaire? Ben, je pense qu'il peut aller à d'autres places plus stimulantes que ça, honnêtement, là. Ça va tout croche, là. C'est ça, la vérité. Ça va tout croche, puis ça recommence d'année en année. Ils l'ont pas entouré, Bryce Young. Tu sais, ça, c'est un problème ça, aussi, là. T'as vu, là, leur jeune Jonathan Mingo, là, qui a pogné le ballon en touche, là. Je sais pas si t'as vu, là, le catch, là, qui a complètement, qui est devenu viral parce que il y avait le ballon dans le terrain, puis il a sorti du terrain, on dirait, pour pas l'attraper, là. Fait que c'est comme si s'il se faisait saboter par ses propres receveurs. Ouais, ben là, tout va mal là-bas en ce moment. Puis tu sais, moi, ce que je voulais dire, c'est que je comprends que tu veux une job d'head coach, là. Puis c'est ça l'affaire, mais est-ce qu'ils vont finir juste par avoir les head coach qui veulent désespérément une opportunité, puis qui sont pas nécessairement les plus qualifiés? C'est ça que je me pose comme question. Parce qu'à un moment donné, oui, tu vas en attirer. Tu auras toujours un coach. Tu te ramasseras jamais dans une situation où personne veut aller en Caroline. Mais qui veut aller en Caroline? Tu sais, c'est-tu les plus importants, les meilleurs? C'est ça que je commence à me demander. Parce que quand tu as des rumeurs de culture de même, que le propriétaire est partout, le propriétaire a dit clairement que c'est lui qui a le dernier mot sur les décisions football. Tu veux ça, toi? Bill Belichick irait coacher là en sachant ça? La plupart des bons propriétaires, tu sais pas leur nom non plus. Parce que t'entends pas parler d'eux autres, ils font pas de vagues, ils sont pas dans les décisions de l'équipe, ils s'improvisent pas DG, ils sont pas dans... Ils s'impliquent dans l'équipe, oui, mais d'une autre façon que dans les opérations football au quotidien. Puis tu sais, on entend beaucoup trop son nom dernièrement. Ça, je crois beaucoup à ça, t'as raison. Le propriétaire, ça part d'en haut. Puis je pense aussi que les meilleurs propriétaires, c'est ceux dont tu connais pas le nom. Tu as d'autres choses qui ont attiré ton attention en fin de semaine? Non, ben c'est pas mal ça. Là, écoute, le match des Bills contre les Eagles, c'était quelque chose. C'était tout un match de football. Quel clutch, pareil. 59 verges dans la pluie, ballon mouillé, tout détrempé. C'est rare qu'on parle de beauté, mais ça n'était tout un. Là. Non, ça en était tout le temps. Et les Bills sont... Josh Allen est 0-6 en playoff et 0-5 après qu'on ait changé les règlements à cause de lui, en plus. Mais c'est fou... Parce que là, cette semaine, il y en a quand même qui le critiquent, puis il a probablement joué son meilleur match de la saison. Tu sais, les Bills ont dit à un moment donné, OK, Josh Allen, là, on est dans une situation désespérée, tu vas redevenir le Josh Allen avec ta cape de Superman là, qui fait tout. Il a couru pour à peu près 80 verges. Tu sais, il était partout. C'était complètement fou. Il y a eu une crampe à un moment donné, là, mais tu sais, c'est tout. Sinon, il a très, très, très bien joué. Fait que les Bills, c'est pas fini. Moi, je trouve quand même que l'attaque depuis 2 semaines, il y a des signes encourageants, mais il commence à être tard là, pour se relever. Là, ils contrôlent plus leur destinée. Là. Même s'ils gagnent leurs 5 matchs, là, faut en avoir besoin. Peut-être, mais... OK, on fait une pause et après la pause, c'est l'heure des prédictions. Bougez pas. Vous êtes sur La Zone Payante, un podcast de Cube Radio. Vous pouvez nous regarder sur YouTube ou sur Cube dans notre version audiovisuelle, ou vous pouvez aussi nous écouter en version audio en faisant votre jogging ou en lavant la vaisselle. Ils peuvent même nous regarder et nous écouter en même temps. Ils peuvent faire les deux. C'est fou. La technologie de nos jours. Bon. Ouais. Parlons de la semaine 13 de la NFL, si tu veux bien, Steph. Le match du jeudi... Pas pire match. Les Cowboys qui reçoivent Seattle. Je dis pas pire match parce que Seattle a une bonne réputation d'équipe qui se présente pas pour aller se faire rosser, mais les Dallas, les Cowboys sont quand même favoris par 9 points.
Ouais, puis ça a quand même pas été facile contre les Niners, là, tu sais, pour les Seahawks. Dak Prescott, on en parlait la semaine passée, il continue de... Ouais, c'est sûr. Il continue de bien jouer, Prescott, puis je te parlais du fait que les Cowboys sont invincibles à la maison cette année. Moi, je vais continuer dans cette lignée-là. Je vais y aller avec eux pour ce match-là. Ils jouent toujours très, très bien à la maison. Victoire, moi aussi, des Cowboys ce jeudi. On peut faire un petit retour, là. Je sais que la modestie t'étouffe, Steph. Là, puis je sais, là, c'est vraiment... Pas cette semaine, là, je peux braguer, là. Ben oui, mais c'est ça que je dis, là, c'est que normalement, quand t'as des réussites, t'ajoues low profile, tu dis que t'as été chanceux. Mais c'est un homme aussi humble et modeste que toi, mais là, je vais te mettre en lumière, là. Ah ouais, donc. T'as réussi tout un score en fin de semaine, 14-16. 14 en 16. T'as pas eu Détroit et t'as pas eu les Eagles. Non, j'ai eu les Eagles. Non? C'est qui que t'as pas eu? J'ai raté les Vikings, imagine-toi donc. Les Vikings, c'est ça, t'avais pris les Vikings au Monday Night. Imagine-tu t'as pas eu la première game de la semaine, t'as pas eu la dernière game de la semaine. Non, c'est ça devrait juste jouer le dimanche, maudit. Puis les Vikings, ça m'a tellement enragé de voir ce game-là. Là, je pense que notre astronaute, malheureusement, il est retombé sur Terre. Regarde-le qui tombe dans l'émotion, là. Ouais, on se calme, là. Là, oui. Il y a deux de ces interceptions que c'était pas de sa faute, là. Exact, ça c'est même vrai. 3, là. Fait que... Écoute, 2,5. C'est pas juste ça, là. C'est dur d'aller plus loin que la ligne de mêlée, là. Mais là, Justin Jefferson revient, là. Quand ton gaz égal. Mais j'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont laisser Dobbs? Est-ce qu'ils vont retourner avec le jeune Jaren Hall? Quand il parle de Nick Mullins, moi, ça me lève le cœur, là. Non. Tu laisses Dobbs ou t'envoies Jaren Hall? Ben oui. Non, c'est sûr que c'est Dobbs. Oublie Nick Mullins, là. OK, revenons à nos moutons. Dallas, donc, ce jeudi, qui bat Seattle, on est unanime là-dessus. Ouais. Pittsburgh, 7-4 Pittsburgh. Incroyable, mais vrai, avec un cancer dans le vestiaire qui est Deontay Johnson, en tout cas. À ce qu'on entend, on n'est pas dans le vestiaire, mais on peut le deviner à la façon dont il met les efforts sur le terrain. C'était-tu dégueulasse, ça? C'était dégueulasse. Ils ont fait 400 verges pour la première fois depuis... 58 matchs. 58 matchs, imagine. C'est fou, là. Ils jouaient contre une équipe complètement perdue, là. Ils ont perdu leur boussole, là, les Bengals, là. Même s'ils ont joué un match propre, là, on retrouvait plus l'explosivité qui les caractérise. Ceci étant dit, ils ont gagné. Je pense qu'ils vont regagner en fin de semaine parce que leur adversaire, c'est Arizona. Victoire de Pittsburgh dans mon cas. Ouais, tu sais, c'est pas mal la même chose, là. Kyler Murray, quand il est revenu, ça avait donné un bon coup de fouette aux Cards, mais depuis, tu sais, ça s'est pas mal calmé. TJ Watt va continuer sa domination. Les Steelers, en ce moment, qui courent bien avec le ballon. Puis, tu sais, ils ont marqué juste 16 points contre Cincinnati, mais l'attaque a vraiment mieux fonctionné. Tu sais, ils sont allés avec Pat Freiermuth dans le milieu. Ça, c'est une option qu'on voyait plus, là. Dans le milieu du terrain, les Steelers, c'était inexistant avec Matt Canada, là. Ça, c'est encourageant. Là. Il y a des signes là, intéressants. Pour la première fois de l'année, ils n'ont pas été surpassés par l'autre équipe au chapitre des verges gagnées. Là. C'est quand même un accomplissement dans leur cas. Fait que ça faisait un peu plus sérieux, disons, puis ça va continuer contre Arizona. Est-ce que les Jets à domicile peuvent surprendre Atlanta? Dans mon cas, je le pense. Je pense qu'ils vont réussir à gagner ce match-là. Jusqu'au fameux... Fail Mary là, de Tim Boyle. Là. Il y avait quand même, il était dans le match là, les Jets. Là. Ça a été un gros swing de momentum vendredi quand ils ont fait une interception à la fin de la demi. Mais les Jets étaient dans le match. Fait que moi je pense qu'ils vont rester dans le match à domicile, victoire contre Atlanta. C'est loin d'être impossible, tu sais, sont accessibles, là, les Falcons quand même, c'est pas une proie inatteignable. Par contre, moi, ce que j'ai vu de Tim Boyle la semaine passée, c'était pas mieux que Zach Wilson. Tu sais, tu regardes là les pas Jets. Mieux, mais c'était mieux. Comment? Il y a eu 2 interceptions, puis ils ont eu leur 2e plus bas total de verges de la saison. Tu sais. Ouais. Moi, je vois pas ça comme une méga amélioration, si c'est une amélioration.
En première demi, Tim Boyle a lancé pour 134 verges, si tu comptes le 99 verges qu'il a lancé à Javon Holland pour l'interception. Je l'avais pas vu de même, je me disais, j'avais pas réalisé que c'était autant. Mais non, c'est très bon, ça. C'est pas mal de verges sur une passe, effectivement. Ouais, c'est une passe de 99 verges, mais retournée dans l'autre sens. Ouais, ça arrive le mauvais bord aussi, là. Ça arrive au meilleur, ça. Exact. Mais aussi, les Jets, écoute, ils ont un défaut défensivement, ils donnent beaucoup de verges au sol. Puis quand tu joues contre les Falcons, il faut que tu t'attendes à ce que ça te court d'en face. Tu sais, là, ils ont ressorti le monstre à 3 têtes depuis une couple de semaines. C'est Bijan Robinson, Tyler Algier. Puis on a même ressorti des boulamites, Cordarrelle Patterson, qui jouait pas beaucoup cette année à date. Ça porte fruit. Moi, je vais favoriser les Falcons dans ce match-là aussi. On s'en va à Houston où, écoute, là, la bonne humeur règne. Même une défaite en fin de semaine dans un match serré qui a fini sur un botté raté. Ouais. Mais à Houston, tu sais, écoute, ils sont favoris dans ce match-là, Houston, pour l'emporter. Laisse-moi regarder ça. Houston sont favoris par 3,5 à domicile. Mais je vais y aller avec Denver, moi. Denver vont continuer sur leur poussée. Victoire, donc, des Broncos. Je te suis là-dessus. J'espérais être seul, mais bon, je donnerai pas l'autre équipe pour autant. Tu sais, c'est leur défense à Denver. Là. Écoute, 80 points seulement dans les 5 derniers matchs, c'est malade. Puis, pas juste ça, ils le font de façon là, convaincante. Ils volent le ballon à l'adversaire. 15 revirements lors des 4 dernières parties. Sont vraiment sur une belle lancée. L'attaque fait le nécessaire, tu sais, sans parler là, d'une attaque. Des fois, on dit Russell Wilson est reparti. Il y a une bonne saison, mais c'est vraiment la défense en ce moment, moi, je trouve, qui traîne ce club-là par-dessus tout. Puis ça devrait continuer contre les Texans. CJ Stroud qui continue de connaître une bonne saison, mais dans les dernières semaines, plus de revirements. Sans dire là, qu'il l'échappe, là, on capotera pas. Mais il y a 4 interceptions puis 2 échappées lors des 3 dernières semaines. Tu sais, c'est pas caractéristique de ce qu'il nous montrait depuis le début de l'année. C'est normal, c'est une recrue. Mais c'est pas de bon augure contre une défense qui cherche beaucoup les revirements. Les Lions favoris par 4 points alors qu'ils visiteront les Saints en Nouvelle-Orléans. Ouais, je vais encore y aller avec... Ça doit être les Lions qui sont favoris, j'imagine. Par 4, mais... oui, par 4. Ouais, j'y vais avec les Saints dans ce match-là. Je te dis, la défense des Lions m'a vraiment laissé perplexe dans les dernières semaines. J'ai l'impression que ça va continuer. Je te parlais des revirements tantôt. Là, tu sais, c'est 11 revirements dans les 5 derniers matchs pour les Lions. Là. C'est pas chic, ça. C'est pas du beau football propre. Les Saints, tu vois, la semaine passée, là, c'était un match qu'ils auraient pu gagner. Ils ont été 5 fois dans la zone payante, dans le red zone. Pas un touché qui est sorti de ça. Tu sais, ça sera pas ça toutes les semaines. Là. Je pense qu'ils vont être plus opportunistes cette semaine contre une défense vulnérable. Fait que j'y vais avec les Saints, mon Jean-Nic. Olave, il est sur une patte. Là. Je sais pas trop. Je trouve qu'il est sur tout le monde joue, mais tout le monde a l'air amoché en Nouvelle-Orléans. Je vais prendre le Détroit. Je pense qu'ils vont rebondir dans la ville. Du plaisir. OK, Indianapolis. Qui, je sais pas si tu le sais, mais ils sont en play-off, là, Indianapolis, en ce moment. En ce moment. Oui, mais quand même, là, on les mettait pas en play-off, là. C'est impressionnant, c'est vrai. Et ils s'en vont au Tennessee affronter les Titans. Les Titans sont négligés par 2 points, mais j'y vais avec les Titans, moi, dans ce match-là. Ben, j'y vais avec les Colts parce que ils les ont mangés au sol au début de l'année, puis je pense que ça va être la même chose, même si Jonathan Taylor est blessé, il va rater au moins 2-3 semaines. Zach Moss avait été avec l'idée excellent. de le mettre sur IR, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis au moins 2-3 semaines, mais peut-être une saison terminée. Ça reste à voir. Mais Zach Moss avait été super bon. Là. Ouais, c'est ça, au pouce. Puis les Titans, ce qui me faisait quasiment pencher pour eux, c'est que étrangement, sont invaincus à la maison cette année. Je sais pas si tu savais. Là. Pour te montrer la différence de foot, quand ils sont sur la maison et sur la route, ils marquent 24,7 points en moyenne chez eux. 11 points en moyenne par match sur la route. Tu sais, c'est ridicule. Tu te dis, c'est des homers vraiment, les Titans, cette année. Fait que j'ai réfléchi, mais non, j'y vais avec les Colts. Là, comme je te le disais, je pense que Zach Moss va encore... Je crois pas en Will Levis.
J'y crois, mais c'est pas une saison évidente. Il met bien de la mayonnaise dans son café. Là, ouais, beaucoup de maillots, mais c'est pas évident. Là, sérieusement, j'hésite entre les Titans et les Giants pour qui a la pire O-line de la ligue. Là. C'est vraiment ça. Ouais. C'est entre les deux. Les Jets sont pas pires aussi. Là. Les Jets sont pas pires aussi, en effet, mais ils sont sur un piédestal, là, les Titans et les Giants à ce niveau-là. C'est vraiment difficile, surtout pour un corps arrière recru comme Will Levis. Là, pas évident. Les Chargers, j'ai vu une autre... Tu sais, ça, c'est la stat, ça, parce que moi, évidemment... Je suis pris dans le débat. Est-ce qu'on aurait dû repêcher Justin Herbert à place de Tua depuis 5 ans ou 4 ans? Et que je suis toujours dans ce débat-là, puis il y a toujours des stats qui me pop. Justin Herbert, depuis qu'il a été repêché, si ma mémoire est bonne, il y a 30 victoires, 30 défaites, 1508 points contre pour et 1507 points contre. Ça, c'est assez métronome, ça. Et là, ouais, alors là, il affronte en fin de semaine les Pats. Justin Herbert a manqué une autre belle occasion de se faire ériger en héros avec une remontée de fin de match. Il n'a pas réussi. Là, je pense que contre les Pats, les Chargers vont avoir suffisamment de solutions pour gagner. J'espère. C'est simple, faut que tu fasses 8 points pour battre les Pats. Fait que je pense qu'ils vont réussir. Victoire des Chargers. Non, c'est vraiment pénible ce qui se passe en Nouvelle-Angleterre. Tu sais, tantôt, on parlait de Tim Boyle puis Zach Wilson avec les Jets. Là. Mac Jones puis Bailey Zappi, là, je comprends que t'as pas le choix d'y aller avec Bailey Zappi. C'est fini. Là. Mac Jones est complètement brisé, mais faut pas se faire d'accroire. Là. C'est pas comme si t'arrives puis il est clairement au-dessus de l'autre. Là. Non. Tu sais, il y a rien démontré, ce gars-là, à part une brève séquence l'an passé. Cette année, là, c'est beaucoup moins convaincant. À sa décharge, par exemple, Bailey Zappi, là, tout ce qu'il fait, c'est arriver dans un match qui est perdu ou qu'il faut qu'il fasse une remontée. Là, là, si on lui donne le ballon pour commencer le match, qu'on fait un plan de match autour de lui, il l'a déjà fait un peu avec succès. Mais cette année, on peut pas se baser sur les résultats de cette année, à mon avis. Il est arrivé à chaque fois que Mac Jones était benché. Mac Jones a pas un super bras, là. Puis Bailey Zappi, c'est pas mal pire. C'est un euphémisme. Tu sais, Bailey Zappi, il va falloir qu'il se fie sur, je sais pas, là, son football IQ ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas de bras, là. Les Pats, il va falloir qu'ils soient très conservateurs, des passes très, très courtes, décochées rapidement. Tu sais, que la ligne défensive n'a pas de temps de réaction. C'est la seule façon. Mais même à ça, là, écoute, moi non, je peux pas faire autrement que de mettre les Chargers dans ce match-là. On s'en va à Washington. Moi, je m'en vais à Washington, en tout cas, par ailleurs. Là. Je pars vendredi. Je vais aller voir le match des Dolphins contre les Commanders. Toi, t'as plus ton billet de saison, mais c'est tout comme, hein? Ben là, c'est mon deuxième match parce qu'il est back-to-back, là, et j'en vois plus d'autres après, là. Mais c'est hot, ça. Je veux 2 matchs cette saison. J'espère que tu vas profiter un peu. As-tu déjà visité la ville un peu? C'est de toute beauté, ça. Bien sûr. Oui, c'est pas mon premier séjour à Washington, là. Loin de moi l'idée de me vanter, mais c'est vrai que Washington est une formidable ville à marcher, faire les musées. Washington, j'adore ça. On part vendredi matin. Je vais avoir la journée de vendredi. C'est juste qu'il annonce vraiment pas beau, là. Ça, c'est petite déception. J'espère qu'on n'aura pas de pluie pendant le match. Puis là, mon chandail de Tua, il a fonctionné à Miami. Yes. J'ai même enlevé l'étiquette, là, tu sais, parce que je jonglais encore après 1 an à le renvoyer, là, tu sais, puis me faire rembourser. C'est bon, ça. Là, j'ai enlevé l'étiquette, là. Fait que c'était un grand moment, tu sais, très symbolique, là, quand j'ai pris le ciseau puis j'ai coupé l'étiquette. Là, je peux plus le retourner, là. T'étais-tu émotif? Mais c'est une décision, tu sais, qui m'a pris quand même, là. Il a fallu que j'y pense. Ça t'a pris 2-3 ans. J'ai consulté les gens autour de moi pour savoir si c'était une bonne décision, puis ça intéressait personne de me répondre, fait qu'il a fallu que je prenne la décision tout seul. J'ai coupé l'étiquette, là. Je le garde. Là, est-ce que je l'amène à Washington? Je pense que oui. Mais il est même pas encore sûr. Puis je comprends je comprends tes proches de t'avoir laissé avec cette décision-là comme un grand, là, tu sais. Mais non, mais c'est sûr que, tu sais, quand je pose la question... intéressé, là. Non, là, ils m'ont dit, on s'en colle. Bon. Ils s'en collent, c'est bien raide. OK. Je vais prendre les Dolphins et j'espère célébrer une victoire à 4 heures
au FedEx Field. Je te souhaite même de la célébrer peut-être à 2h15, la victoire. Là, ça serait encore mieux pour toi. Tu serais pas stressé pour une fois. Tu sais, mettons que c'est 30-0. Non, j'avoue qu'un blowout, ça ferait parfaitement mon affaire. Ben, c'est ça. Puis, je te mets en mission. Moi, je vais prendre les Dolphins aussi, mais je te mets en mission. Là, t'as une job très sérieuse en fin de semaine. Tu vas épier Benjamin Saint-Just, parce que je trouve que c'est un match intéressant. Là. Oui. Écoute, les receveurs des Dolphins, là, peu importe qui y pogne, ça sera pas des pieds de céleri. Je suis curieux de voir, parce que moi, je l'avais vu jouer l'année passée contre Justin Jefferson et les Vikings, puis j'avais trouvé qu'il avait tenu son bout, là, vraiment. Tu sais, t'es contre un des meilleurs de la ligue. J'ai hâte de t'entendre là-dessus la semaine prochaine, parce que c'est le fun de surveiller des batailles comme ça. Tu surveilles le gars, puis vraiment, tu sais, t'as une idée, là, OK, il a joué plus souvent contre Tyreek Hill ou contre Jalen Waddle. Puis nos auditeurs nous demandent souvent aussi des nouvelles des Québécois. Les Jets, vendredi, n'ont pas mis Sauce Gardner sur Tyreek Hill tout le temps. Je sais pas comment ils vont essayer de couvrir Tyreek Hill, mais je sais pas s'ils vont le mettre one-on-one. C'est un risque, mettons. Mais c'est le fun. C'est vrai qu'aller voir un Québécois puis le voir dans un duel comme ça va être quelque chose. Yes. Fait que tous les deux, on a les Dolphins. Tampa Bay Tampa Bay qui reçoit Caroline avec un nouvel entraîneur par intérim. Est-ce que tu mets Tampa Bay ou tu penses que Caroline va rebondir? Ouais, tu sais, je suis souvent du genre, moi, de dire, bon, il y a un changement d'entraîneur, ça va fouetter les troupes, des fois un coordonnateur, un entraîneur-chef, peu importe, mais je le vois pas, là, avec les Panthers. Ils sont trop loin. Je comprends qu'ils vont gagner peut-être quelques matchs d'ici la fin de l'année, mais il n'y a pas d'attaque. Même la défense, c'est décevant quand même. Buccaneers. Les Rams, moi aussi, je prends les Bucks. Les Rams, eux, reçoivent les Browns. Les Rams sont favoris par 4 points. J'y vais avec les Browns. Je sais pas si ça va être Elite Joe Flacco, mais je vais prendre les Browns pareil. C'est la défensive qui va gagner. Là, les Rams, ils se pensent trop bons. Là. Il y a une inquiétude, là, tu sais, c'est ça. Ils savent pas trop, là, les Browns, au moment où on se parle, ça va être qui le corps arrière? Amari Cooper s'est blessé aux côtes, ils sont pas sûrs qu'il va jouer. Myles Garrett, ça, c'est la situation à surveiller. Je pense qu'il va jouer, là. Il a eu l'air à dire en conférence de presse que il s'est blessé à l'épaule, oui, mais qu'il n'y a pas de dommages structuraux, puis qu'il a déjà joué à travers la douleur dans sa carrière auparavant. Je le crois, j'ai aucun doute sur ça, mais dans quel état il va être? Tu sais, des fois, la fierté de jouer, mais t'es comment vraiment sur le terrain? T'es-tu proche d'être toi-même? C'est ce que je me demande dans son cas. Juste pour te contrarier, moi, je vais y aller avec les Rams. On va garder le dessert pour la fin. On va y aller entre Kansas City et Green Bay. Kansas City qui est favorite par... Kansas City, voyons, je sais pas. Oui, ils sont favoris par 6,5 points pour battre Green Bay à Green Bay. Il y a plus de respect, là, tranquillement, pas vite, envers Green Bay, je pense. Dans les dernières semaines, Jordan Love a vraiment mieux joué, honnêtement. 8 passes de toucher, 2 interceptions au mois de novembre. Les Packers, une fiche de 3-1. Tu sais, c'est moins désespérant que ce qu'on voyait il y a quelques semaines à peine. Ils sont pas encore parvenus. Je pense qu'il y a de la job à faire, mais ils sont capables. Fait qu'ils peuvent donner une opposition aux Chiefs, mais les Chiefs, écoute, qui jouent chez eux, qui jouent sur la route, ça reste toujours une équipe que je suis pas capable de miser contre eux. C'est très rare que je le fais, là. Ça va arriver de temps en temps, mais pas contre, mettons, Green Bay. Là. Je suis pas capable d'aller jusque-là. Surtout qu'il y a une belle émergence, je trouve, en ce moment, du receveur Rashee Rice, un receveur recru. Ça peut donner tout un coup de main à l'attaque des Chiefs parce qu'ils ont franchement besoin d'une autre option que Travis Kelce. Là. Si ça se poursuit dans les prochaines semaines, ça pourrait être la clé qui fait débloquer l'attaque. On n'est pas rendu là, mais un match de 100 verges quand même dimanche passé, c'est encourageant. Victoire de Kansas City, donc, de ton côté. On s'en va à Jacksonville lundi, qui reçoit Cincinnati. Qui vois-tu gagner ce match-là? Moi, je vois plus Cincinnati gagner beaucoup de matchs cette année. Là. Les Jaguars sont favoris par 8,5. Ce que j'ai vu de Jake Browning, c'est un gars qui a complété une seule passe qui a franchi 10 verges de la ligne de mêlée. Là.
La semaine passée, il est très, très, très conservateur. Peut-être que le plan de match est conservateur aussi avec lui, c'est évident. Pas tellement confiance là, pour la fin de saison des Bengals. Les Jaguars, juste le souligner, ça va être un premier Monday Night Football à Jacksonville en 12 ans, quand même. Ça nous montre que, tranquillement, là, on recommence à respecter cette équipe-là, à respecter le marché de Jacksonville. Puis, faudra pas qu'ils nous déçoivent. Moi, je vais miser, évidemment, sur les Jaguars. On y va avec le match de la semaine qui va être à Philadelphie à 16h25 dimanche. Les 49ers qui sont favoris par 2.5 sur la route affrontent donc les Eagles. Ouais, écoute, je me trompe pas. 49ers, Eagles, les Eagles ont 2.5 d'avance. Donc, les 49ers qui sont les favoris dans ce match-là, moi, je les prends, les 49ers, parce que j'ai beau essayer de trouver un endroit exploité pour les Eagles, j'en vois pas. Ouais. Et que c'est pour ça. Alors que les Eagles, ben, par la passe, ils se font battre. C'est plate, là, mais... Puis Jalen Hurts, là, il était quand même 4-11 après la première demi, 33 verges, puis 2 interceptions, là. C'était pas... il est capable du meilleur comme du pire, mais moi, je pense que les Eagles vont aussi le contenir au sol. Les 49ers vont le contenir au sol. Ils vont en faire suffisamment par la passe pour contrôler le ballon puis garder le match avec Deebo Samuel. Victoire des 49ers dans mon cas. Ouais, c'est intéressant que tu mentionnes ça, là, le fait qu'il a connu un début de match bizarre, parce que ça fait une couple de fois que les Eagles, c'est très laborieux en première demi, même au troisième quart, puis là, au quatrième quart, paf! Ça pète. Il n'y a pas encore arrière cette année dans la NFL qui est plus clutch que Jalen Hurts. Fait que tu parlais du bon puis du moins bon, là. Quatrième quart, là, il est vraiment dominant cette année. 10 passes de toucher, aucune interception. Il faut le souligner. Mais à un moment donné, des départs laborieux, là, quand tu pognes une équipe comme San Francisco, tu peux pas. Tu peux juste pas. Là. Il va falloir qu'ils commencent fort, direct en partant. Puis les Niners, un petit point souligné de leur côté, l'effet Chase Young. Depuis 3 matchs, donc depuis l'acquisition de Chase Young, 15 sacs du corps. Il y en avait 18, les Niners, des sacs du corps à leurs 8 premiers matchs. Fait que c'est pas nécessairement toutes des sacs de Chase Young, mais le fait qui a été ajouté à cette ligne défensive-là, je commence à penser que c'était vraiment un très bon coup. On s'en doutait là, quand c'est arrivé, même si c'est un joueur fort probablement de location. Écoute, c'est vraiment... S'il joue tous les matchs, là, ça c'est l'autre chose. On sait jamais quand est-ce qu'il va se reblesser ou que ça ne tentera plus de jouer. Mais tu sais, c'est ça. Ils sont en santé. Sont fringants pas mal. Il y a du trash talk depuis le mois de janvier l'année passée. Hein. Rappelle-toi, ça avait été une volée. Les Niners avaient perdu. Purdy s'était blessé tout de suite. Puis bon, depuis ce temps-là que les Niners gueulent, si on avait eu Purdy, ça aurait pas été le même match. Puis là, ça se relance, ces réseaux sociaux puis tout ça. Là. Je pense que ça va brasser pas mal, ce match-là. En fait, ça devrait être très bon. S'il y avait eu un QB... ouais, ben c'est ça. Il n'y a plus personne qui jouait. Là. Niners, moi aussi, la défense, je pense qu'il va contrôler là, la ligne de mêlée. Je sais que les Eagles jouent très bien à la ligne à l'attaque. Là, c'est loin d'être une faiblesse. Mais je pense que la ligne défensive des Niners est tellement dominante que ça va être le point qui va faire la différence dans ce match-là. Merci Steph. N'hésitez pas à nous envoyer vos choix aussi. Là, vous pouvez nous écrire sur les médias sociaux. Vous pouvez nous interpeller aussi dans nos différents comptes Twitter, par exemple. Et puis, faites-nous part de vos choix ou vous pouvez nous ostiner aussi. On n'a pas la science infuse, à part Steph, le monsieur 14 ans 16. Ouais, là, écoute, ça, c'est un plan parfait que je me vante un peu puis que je finisse à 614 cette semaine. Ben, je te le souhaite. OK, on fait une pause. Après la pause, c'est les questions du public. Bougez pas. Questions du public. On est de retour à la zone payante. C'est le moment maintenant des questions que vous nous avez fait parvenir. D'ailleurs, merci de toujours être aussi présent dans pour nous poser vos questions. On va essayer d'en prendre le plus possible aujourd'hui. Donc, on commence. On va commencer avec Thomas. Putain, Thomas, comment ça va, mon mec? Oh là là, Thomas, tu m'as manqué, mon vieux. Bon, alors...
Il nous dit donc, avec une telle ligne offensive chez les Jets, encore 7 sacs sur Tim Boyle face aux Dolphins. Serait-il prudent pour Aaron Rodgers de rentrer sur le terrain en cas de guérison rapide de sa blessure? Non, ça Parce que là, on voit, surtout que Aaron Rodgers, selon tous les calculs que j'entends, reviendrait dans 3 semaines, peut-être pour l'autre match contre les Dolphins. Ouais, il y en a qui parlent du 24 décembre. Il y a toutes sortes de dates qui flottent dans l'air, là, mais ouf, que ça fait peur. Tu sais, je te parlais des pires lignes offensives de la Ligue tantôt, puis tu m'as relancé en disant les Jets, c'est pas vargeux non plus, puis t'as tellement raison, là. C'est un danger extrême, mon Thomas. Là, honnêtement, là, c'est courir après le trouble. C'est sûr que si les Jets perdent là, d'ici là, je pense qu'Aaron Rodgers, puis c'est louable. Je suis pas dans ses souliers, mais j'ai l'impression que ce qu'il veut montrer, c'est à son équipe. Je suis là, j'ai pas lâché. On va être là l'an prochain. Je pense qu'il veut donner un boost au moral des troupes, finalement. Là. Puis montrer qu'il a tout fait pour revenir, qu'il est avec la gang, qu'il est là pour rester. Je comprends, là, mais c'est quand même dangereux parce que ça va être de la chair à canon derrière cette ligne-là, carrément. Je cherche mon sifflet. Il est loin. Il est loin dans ta poche. Oui, je sais. Où est-ce qu'il est mon sifflet? Fouille. Bon, je l'ai plus. OK, prochaine question. Il y en a qui vont être contents, remarque. Ouais, je sais. Je comprends pas pourquoi mon sifflet ne marche pas aujourd'hui. Là. Je suis très déçu. Allons-y avec une autre question. On va prendre celle de Jean-François Tremblay. Est-ce que les Bears vont utiliser un de leurs choix de première ronde pour repêcher un corps arrière? Il reste que c'est fort possible parce que là, on parle pas n'importe quel choix de première ronde. Là. En ce moment, si le draft était aujourd'hui, il choisirait 1 avec le choix des Panthers et il choisirait 4. C'est pas souvent ça que ça t'arrive. Ça t'arrive une fois en 100 ans. Là. Fait que j'ai l'impression que oui. Puis tu sais, Justin Fields, il montre de très, très bons flashs. Il montre de très, très mauvais flashs aussi. C'est up and down. Là, je m'excuse, mais pas 12 points en fin de semaine avec 4 revirements, pas de toucher. Ouais, c'était des cadeaux, là, puis ils en ont pas profité vraiment, les Bears. Donc, moi, je suis pas encore convaincu par Fields. Cela dit, c'est le genre de corps arrière qui pourrait retomber ailleurs, à pogner un nouveau souffle, tu sais, d'une organisation qui est peut-être plus... Tu sais, les Bears, là, c'est comme... des décennies de misère à l'attaque. On dirait que ça a toujours été ça. C'est un cimetière à QB, à receveur. Peut-être qu'ils vont se dire, on tente déjà notre chance avec un autre. T'sais, j'ai l'impression que s'ils parlent ils vont y aller. Là, ils pourront pas toujours dire on échange le premier choix comme ils ont fait l'an passé. Mais sinon, si tu décides de garder Fields, là, il faut que tu y ailles all-in pour l'entourer avec Marvin Harrison Jr., le receveur, puis un des joueurs de ligne à l'attaque qui va être disponible. Comment on s'entend qu'ils vont échanger? Ils vont sortir du premier choix. Là. S'ils prennent pas de carrière, ils sortent du premier choix. Là. Il faut quasiment, puis ça devient... là. En tout cas, moi, je pense qu'ils vont repêcher un corps arrière, mais je peux me tromper. On verra. Mon sifflet marche toujours pas. Je suis vraiment déçu. Ah, ça te trouble, je le sens que t'es troublé. Oui, je sais, j'en reviens pas. J'ai pas de sifflet. Bon, OK. Autre question. Jérôme qui nous dit le jeu de Javon Holland qui a retourné un Hail Mary, maintenant baptisé le Fail Mary, sur 99 verges, est inusité et très rare. Quel est votre souvenir d'un jeu ayant marqué qui a été cocasse, inusité ou rarissime dans la NFL? Cocasse, ça va dépendre. Moi, un qui me vient en tête de même, mais ce qui est cocasse, ça dépend de pour quelle équipe tu prends. Mais le Music City Miracle, tu te souviens de ça? Bien sûr. C'est les Bills contre les Titans en série. Puis c'est ça qui avait un peu marqué la fin de l'ère super prolifique des Bills des années 90, 4 Super Bowls de suite. Il s'était retrouvé en série contre les Titans, puis je me rappelle, il avait inscrit un touché vers la fin. Là, tu te dis, bon, ils ont pris les devants. Ça y est, ils gagnent le match. Il restait quelques secondes, je me rappelle plus combien. Puis sur le botté d'envoi, les Titans récupèrent, je pense que c'était Frank Wycheck qui avait fait une passe latérale à Dyson,
qui avait couru la distance, qui avait été inscrire le toucher gagnant finalement. Ça, c'est un jeu, moi, qui m'avait vraiment marqué, là, parce que tu t'attends tellement pas à ça. C'est le genre d'affaire après une drive comme celle des Bills. C'était un peu le début des reprises vidéo, hein. Puis il avait regardé. Ah, il avait regardé. Été une passe latérale. Il y a encore, c'est ça, ça avait été très controversé parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui disent jamais c'était une latérale, c'était une passe en avant, puis ça aurait jamais dû compter, puis fait que ça a été un jeu qui avait un peu marqué l'imaginaire à ce moment-là. Fait que moi je dirais lui, là, tu sais, il y en aurait d'autres là, mais c'est celui-là qui m'est venu en tête en premier. Bon, moi je vais raconter une autre histoire qui m'humilie là. un match entre les Pats et les Dolphins que je regardais chez un de mes amis et à la fin du match, je pense qu'il reste 25 secondes, 20 secondes. Les Pats font un placement ou un toucher, je pense qu'ils mettent en avance 28-24, quelque chose comme ça. Je sais plus c'est quoi les scores exactement, mais ils mènent par 4 points. Fait qu'il faut un toucher pour gagner le match, mais il reste plus de temps d'arrêt. Alors, dégagement, on a un jeu, Tannehill commence à faire des passes à gauche, à droite, et c'est le fameux Miami Miracle. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, alors le touché dans le fond de la zone, alors que Gronkowski était aligné comme safety. Ouais. Puis là, le commentateur avait crié « Gronkowski, he doesn't have the angle! » Puis là, il est « touchdown! » Et donc, toute ce beau toucher, ce moment historique, unique. Pourquoi ça t'humilie? Parce que j'étais dans le char. Ah! Parce que j'avais stormed out. J'étais tellement fru de la défaite contre les Pats que j'avais dit à mon chum, moi je m'en vais, oublie ça, je check pas la fin. J'étais parti dans mon char. Puis là, il m'avait appelé. Puis il m'avait dit, là, t'es vraiment un cave de première classe. Là. Tu viens de rater le jeu que tu vas... Peut-être même le champion du monde. C'est ça, exactement. Fait que j'étais dans mon char, puis j'ai complètement raté le Miami Miracle, donc une fin de match épique qui a permis aux Dolphins de battre Tom Brady et les Pats dans un match incroyable. Fait que ça c'est sûr que c'est un moment incroyable, comme tu sais, parce qu'une fin de match là où il y a toutes sortes de latérales puis passe dans la NFL, ça marche jamais. Tu sais, des fois, là, tu vois des matchs au high school ou tu sais, NCAA des fois, là. Mais dans la NFL, ça marche jamais. Puis là, cette fois-là, ça avait fonctionné. T'étais dans ton char. J'étais dans mon char. Je sais. C'est une honte nationale. J'espère que les gens qui nous écoutent quand même ont un peu de pitié. Ben oui. Sûrement que des gens... Prochaine question. Oui. On s'en va rejoindre Lauriane. Ah oui, notre autre Française. Ben oui, notre autre. Écoute, c'est quasiment une émission dédiée aux Français. Bientôt, ça va être la majorité de nos auditeurs. Alors, Lauriane, bonjour. Alors, j'avais bon espoir pour les Niners au Super Bowl, mais je commence à perdre confiance quand je vois les Eagles. Je voulais savoir par curiosité quels étaient vos pronostics des équipes finalistes. Et là, il me dit aussi, pour répondre à tes questions, Jean-Nic, j'habite une petite ville qui s'appelle la Verpillière, en région Rhône-Alpes, quart sud-est, mon doux. Pas encore le sud. Désolé, environ à 30 km de Lyon pour situer. Et je suis comédienne! Oh là là, une artiste avec nous. Donc, elle reste proche de Lyon. C'est peut-être une Auvergnoise. Peut-être qu'elle parle un peu comme ça. Comment ça va, Lauriane? Alors, je savais pas qu'on avait des gens de l'Auvergne qui nous écoutent. Bon, bonjour Lauriane. Ta question, qui on voit comme équipe finaliste? Je vais te dire une chose, que si le Super Bowl, c'était les 49ers contre les Eagles, je serais très heureux. Ça peut pas arriver, évidemment, sur la même conférence. Voilà. Mais le match de la fin de semaine, c'est un peu un Super Bowl. Donc, je suis vraiment... j'ai très hâte de regarder ce match-là. Malgré le fait que je vais peut-être rater le début parce que je vais être en déplacement parce que je suis à Washington. Mais bon, ceci étant dit, je vois pas encore qui peut battre les Chiefs dans l'américaine. Et les Niners, comme je disais tantôt, ils n'ont pas de faiblesse. Je sais que c'est plate. 49ers, Chiefs en finale du Super Bowl cette année de mon côté. Ben, écoute, j'ai le même, puis je vois pas pourquoi ça serait plate. C'est juste que... Ben, on est bien plate. Non, mais...
tu veux ce match-up-là, c'est juste que c'est pas original. Tu sais, le monde aimerait mieux qu'on dise, mettons, ça va être Bills les Jaguars contre les Lions. Là. Ouais, c'est ça, une affaire de même qui sort là, de wouh. Mais écoute, c'est ça qui va arriver. Moi, au début de l'année, j'avais dit Niners, Bengals. Fait que Bengals, mon chien est mort. Mais Niners, je continue de miser sur eux. Moi, je continue de penser que c'est l'équipe de la conférence nationale. Puis on verra si on se plante, mon Jean-Nic. Ça a l'air que les Auvergnats, puis là, peut-être que Lauriane pourra nous le dire, mais apparemment qu'ils sont pingres. C'est des gens cheap, comme on dit chez nous. Donc, je sais pas si Lauriane est généreuse de sa personne. Je le souhaite. Mais comme comédienne, je sais pas si elle a beaucoup de succès, mais en général, il faut économiser quand on est une comédienne qui a pas encore réussi à avoir un film avec Tom Cruise. Ben, on verra les détails la semaine prochaine. J'ai hâte de savoir la suite du compte. J'espère. Matt Baker, ça c'est notre partisan émotif des Cowboys. J'espère que là, il a retrouvé un peu de son sourire. Dak Prescott, est-ce que c'est le Dark Horse MVP? En tout cas, s'il réussit encore 2-3 bons matchs, puis pas trop de revirements, il y a des bonnes chances d'être dans la conversation. Mais c'est pas de ça que veut nous parler Matt Baker. Il dit, j'ai une question pour la zone. Peut-être vous allez en parler, mais la voici. Salut les boys. Est-ce que selon vous, Darren Bland doit être considéré comme un candidat pour Defensive Player of the Year? Oui, monsieur. Qui est Darren Bland? Darren Bland, cornerback, un excellent demi de coin qui monsieur a fait Pick-Six. le record la semaine passée, son 5e pick-six, donc une interception ramenée dans la zone des buts 5 fois cette année. Il partageait le record avec quelques autres joueurs, il y en avait 4, mais là, contre Washington, un autre. Écoute, juste pour le côté historique, t'as pas le choix de le mettre dans la conversation. Puis il joue très bien. C'est pas juste les pick-six. Il joue très bien, Bland. Puis rappelle-toi, Jean-Nic, quand Trevon Diggs est tombé, là, quand il s'est blessé au début de l'année, on a tout dit c'est une catastrophe. Ça va être difficile pour les Cowboys. Ils ont besoin d'un bon duo de demi de coin. Puis là, ils perdent leur meilleur. Puis Bland n'était même pas partant parce que c'était Diggs et Stephon Gilmore. Puis là, t'arrives avec Bland qui embarque sur le jeu, qui est phénoménal. Moi, je pense que pour l'instant, j'ai encore Myles Garrett, moi, mais il est clairement dans la conversation, là, puis il est à quelques gros jeux de prendre les devants. Kevin nous pose la question. Que vont faire les Falcons et les Pats avec leur poste de QB? C'est comme du ménage. Ouais, tu penses Desmond Ridder, c'est terminé, mais Mac Jones... Ouais. On pense que Mac Jones, on parle de lui au passé maintenant. Oui. Tu sais, Mac Jones, écoute, là, je vois pas comment... Mac Jones, la seule solution pour lui, c'est d'aller ailleurs puis de changer d'air. En Nouvelle-Angleterre, ça peut plus marcher. Desmond Ridder, je comprends, là, il est jeune, c'est sa première année comme partant, mais est-ce qu'il t'a démontré, toi, là, wow, des games complètes, une game complète cette année que tu t'es dit, Desmond Ridder, il y a peut-être quelque chose là. Moi, je l'ai vu pendant peut-être un quart, peut-être 2 quarts dans un match, peut-être 3 séries dans un match que tu te dis, il y a peut-être quelque chose, mais c'est pas assez. Moi, pour l'instant, je pense que les Falcons sont très limités à l'attaque à cause de lui, que ça pourrait être franchement mieux. Fait que, tu sais, est-ce que ça va être une transaction, le repêchage? C'est tôt, là. Ça dépend où vont être placées ces équipes-là au sommet du repêchage ou pas. Transaction, tu sais, tu regardes qui va être disponible là, sur le marché des agents libres. Il va y avoir Kirk Cousins. Il n'y a pas une tonne de gros noms, là, sinon. Est-ce que les Bears vont échanger Justin Fields? Est-ce que les Cards vont échanger Kyler Murray? Ça peut être des options. Mais sinon, ben effectivement, là, je pense qu'il va y avoir une... Il y en a des bons il y en a des bons dans le draft cette année aussi. Il y a quand même une belle cuvée, là. Fait que ça peut être ça, là, la solution, mais c'est tôt là, pour savoir. Là. On va faire un spécial, Kevin, qui nous demande aussi quelle défensive il garderait. Quelle est la défensive que toi, Steph, tu garderais si tu étais en fantasy football parmi celles-ci? Je t'ai nommé rapidement, puis tu m'en choisis une, OK? Ouais. Browns, Broncos, Jaguars, Lions, Patriots, Saints, Bucks, Chargers, Packers, Falcons, Texans. C'est pas toutes les meilleures nécessairement, là, on s'entend. Je pense que c'est ce qui reste sur son waiver. Browns dans ce cas-là. Ouais. Browns, j'hésiterais avec les Broncos longtemps, là, mais Browns.
On y va avec Jérôme qui pose la question. Sam Howell est parmi les meneurs pour les verges par la passe, mais aussi pour les sacs et les interceptions. Il démontre quand même de belles choses pour un choix de 5e ronde. Croyez-vous que les Commanders ont trouvé leur corps arrière et bâtir autour de lui? Bon, ça, je sais qu'on en a parlé des fois, moi puis toi, Jean-Nic, puis t'étais plus ou moins d'accord avec moi, puis c'est correct. Moi, je le garderais au moins pour l'an prochain. T'essaies de bâtir autour de lui. Je suis pas d'accord de me baser sur la statistique des passes des verges. Les verges, on en a parlé, c'est irrelevant parce que tu peux tirer de l'arrière pendant 3 quarts, puis là, garrocher des verges. C'est l'équipe qui passe le plus de loin en plus. Là. C'est comme il relie jamais sur le jeu au sol. Là. Mais je l'ai vu se battre contre des équipes. Tu sais, contre les Eagles, il a été très bon cette année, entre autres. C'est pas évident. Moi, je lui donnerais une autre année. Puis il y a un argument financier aussi à ça. Tu sais, c'est pas juste est-ce qu'il joue bien. Il compte pour 1 million l'an prochain. 1 million comme choix de 5e ronde sous le cap salarial. Les Commanders qui vont avoir, j'ai checké ça, à peu près 90 millions d'espace sous le cap. Fait qu'ils peuvent dépenser autour de lui. Tu sais, essayer d'y donner une shot. Si jamais il est vraiment pas à leur goût, ben écoute, t'as quand même investi sur ton équipe, puis l'année d'après, tu peux toujours en repêcher un autre ou voir ailleurs. Mais moi, cette année, là, pour les peanuts qui coûtent, pour le potentiel qu'il a démontré, tu sais, c'est pas juste du mauvais, là, Sam Howell. Au contraire, moi, j'y donnerais une shot encore l'an prochain. OK, on va se laisser là-dessus, Steph. On va inviter les gens à nous écrire pour les questions la semaine prochaine. Vous pouvez nous écrire, entre autres, en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi vous mettre membre du groupe Nos Précieux Conseils de Fantasy Football sur Facebook. Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. On approche le 1000. Steph, moi, je donne des conseils, mais je suis un épais, là, je suis un fan. Là. C'est toi qu'il faut qu'il donne des conseils aux gens. Là. Surtout que là, on s'en va en play-off. Là. J'ai besoin de tes conseils aussi. Là. Fait qu'il faut que tu nous aides, faut que tu aides des gens sur Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. C'est un groupe Facebook, vous n'avez qu'à demander donc de faire partie du groupe et je vais vous accepter avec plaisir. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel. À quelle adresse, Steph? C'est ça, tu vas les accepter. Il n'y a pas d'entrevue, là. Il n'y a pas de prérequis, puis de tests physiques, de tests cognitifs. Il n'y a pas ça, là. Si tout est accepté, tout le monde peut l'être. Et voilà! C'est ça que je voulais que tu dises. Oui, l'adresse. Oui, la zone payante à commercial, québécoismedia.com. Fait que vous pouvez passer vos commentaires aussi sur cette adresse courriel parce que Stéphane y reçoit, puis ça lui fait toujours plaisir ou de la peine, tout dépendant de quelle façon vous l'abordez. Ben, à date, j'ai pas eu de peine. C'est plus toi, là, des fois, qu'il y avait des fans des Dolphins qui étaient pas contents, mais ah oui, c'est vrai. T'avais répondu, ça avait été correct. C'était un échange cordial, je dirais. Voilà, entre partisans des Dolphins. Eh oui. J'avoue que là, ma prédiction de 9-8 pour les Dolphins, là, elle tient moins la route. Là. On sait jamais. L'année passée, on était 8-3 puis on a fini 9-8. C'est vrai, ça? Je me rappelais pas. Oui. Ah oui, l'année passée, on était 8-3 et on a fini 9-8. Okay. Ça avait été une bonne drop, ça, ouais. Ça avait été une bonne drop. Mais tu sais, il n'y avait pas Tua la moitié du temps, puis... Évidemment. C'était quand même différent pas mal. Là. On fait une pause et après ça, on se retrouve au bar. Steph, fait que bouge pas, viens me rejoindre. On est au bar en compagnie de Stéphane Cadorette, l'expert de football au Journal de Québec et de Montréal. Et Steph, au bar, cette semaine, écoute, tu m'as raconté une histoire, je vais te laisser la raconter aux gens, mais j'avoue que moi, je l'avais vu passer, puis je sais pas trop, je me dis, ça doit être une invention, ou tu sais, j'ai comme pas porté attention, c'était tellement gros, je me dis, c'est pas vrai, c'est un clickbait, ça doit être des faux comptes, je sais pas trop, mais quand tu me l'as envoyé, puis j'ai regardé, j'ai dit, voyons, ça se peut pas, c'est vraiment le cas. Là. Ouais, puis là, avant, moi, je te pose une question, tu sais, c'est pas une taverne, là, notre bar, c'est pas une taverne des années 30, là, c'est ouvert aux dames. Non, oui, verre stérilisé. OK. Parce que j'invite... Licence complète. C'est-tu arrivé souvent qu'on a invité des dames? Ben, moi, j'avais invité... oui, Pénélope. L'animatrice de Radio-Canada qui avait demandé à Catherine Reich si son père était la première personne à qui elle allait parler après le match de dimanche, puis son père est mort depuis 10 ans.
Ouais, je me rappelle, c'est vrai. Fait que mon invité sera pas la première, mais écoute, moi je voulais en reparler. C'est une histoire qui est arrivée, là, ça fait une semaine et demie environ là, de ça, mais la semaine passée, on avait notre édition condensée, on était les deux sur la route. C'était ma cliente, puis j'ai pas pu le faire, puis je tenais à en parler. J'invite Carissa Thompson. Bien charmante, elle fait bien son travail d'hôtesse de host de l'émission à Fox puis à Amazon, tu sais, le jeudi soir, mais moi, ça m'a jeté à terre ce qu'elle a mentionné dans un podcast en disant qu'avant, elle était reporter sur les lignes de côté, elle, au début de sa carrière. Puis elle a dit tout bonnement, tu sais, moi, ça m'arrivait que pas le temps ou pas trouver le moyen de parler au coach, il était pas intéressant à me parler avant la demi ou en revenant de la demi, puis tu sais, j'ai inventé des reports là sur le site comme ça. Je regardais. C'est ce qu'elle a dit là, puis elle dit, j'étais là, puis je voyais l'équipe, son 0-7 au troisième essai, tu sais. Fait qu'elle dit, j'ai parlé au coach, puis ce qu'il m'a dit, c'est qu'il est très déçu des performances en troisième essai, par exemple. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas te dire juste, ouais, c'est une évidence. Puis ce qui est dommage là-dedans, c'est que c'est une job un peu sous-estimée, reporter sur les lignes de côté, parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup. On les voit 3 minutes dans le game, là, puis là, le monde, il pense, hey, c'est une maudite belle job. Ils vont voir la game, ils travaillent 3 minutes, il y a 3 interventions, puis that's it. Mais ils parlent à beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs durant la semaine. Ils vont chercher des informations, sont dans des meetings de production, puis c'est ces informations-là qu'il faut qu'ils utilisent dans une situation où le coach donne pas de bon stock ou qu'il est pas intéressé à leur parler ou quoi que ce soit. Tu peux pas t'en sortir en disant, ils sont pas très bons ces third down. Je vais dire que le coach est déçu des third down. Ça peut pas marcher. Je trouve que c'est un manque de professionnalisme, un manque de classe. Je sais pas si c'est parce que ça touche à mon métier, comment tu l'as vu toi, je sais pas, là, mais moi, je trouve ça aberrant. Moi, comme je te dis, là, je pensais que c'était faux, là, que c'était un clickbait, puis que c'était pas exactement ça qu'elle avait dit, puis c'était un titre un peu tronqué, mais quand tu lis ce qu'elle a dit, puis encore là, j'ai pas écouté tout le podcast. Est-ce que c'était sur le ton de l'humour, puis est-ce que elle a dit ça parce qu'elle l'a fait une fois, mais ça avait pas l'air, là. Tu sais, dans ses quotes, là, elle a clairement dit, mais là, tu sais, m'emmener, je peux pas y parler au coach, puis là, on revient à moi, puis on dit qu'est-ce que le coach a dit, ben, tu sais, j'y vais un peu par déduction, là, tu sais, elle a même dit, il y a aucun coach qui serait fâché que je dise, on n'a pas assez d'attaques dans cette demi-là, puis il faudrait faire mieux, puis... Après, on va se dire, là, il y en a qui répondent à ça, les reporters de sideline, on s'en fout. Tu peux t'en foutre, t'as le droit, mais ceux qui le font, je pense qu'ils sont tenus de bien le faire, puis de le faire avec sérieux. Moi, j'ai trouvé ça super décevant, fait que on va lui préparer un Liar's Cocktail, le cocktail de la menteuse. Ouais, la menteuse. C'est pas trop compliqué. Vous pouvez essayer ça à la maison si vous avez compté des petites menteries là, de cette semaine. 1 once et demi de gin, 1 demi-once de vermouth sec, 1 demi-once de vermouth sucré et 1/4 d'once de Grand Marnier. Je pense que ça va taper quand même. Tu ajoutes tout ça ensemble. Ça replace les idées puis ça donne peut-être plus le goût là, de... Tu sais, quand je trouve qu'il y a souvent du vermouth... Dans les cocktails, là. Il y a souvent du vermouth dans nos cocktails. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut que ça... C'est pas très bon du vermouth, là. Mais ça dépend. Ça dépend avec quoi tu le mélanges. Mais celui-là, j'avoue qu'il m'attire pas, celui-là. Mais c'est pas pour moi, là. C'est pour Madame Thompson. Je suis pas obligé d'être intéressé au cocktail. Moi, je lui trouve un nom approprié. Bon, moi, tu sais que j'aime toujours avoir raison. Ben, en fait, j'ai toujours raison, tu vas me dire, là, mais des fois, tout le monde ça aime me prend toujours avoir raison. Exact. Mais moi, des fois, ça me prend un peu plus de temps que les autres à avoir raison. Là, je vais te ramener dans un souvenir d'une époque où il y avait... les Dolphins étaient confrontés à avoir un choix comme corps arrière. Et là, il y avait Drew Brees qui sortait d'une blessure à l'épaule à San Diego, d'une grosse opération, et Dante Culpepper qui, lui, sortait d'une blessure, je pense, à la jambe ou genou, ou à la cheville. Et qui sortait pété le genou pas mal. Justement, de tes mauves. Bon. Ouais.
Et Nick Saban, qui était à l'époque l'entraîneur des Dolphins, avait choisi, là, il a remodelé un peu l'histoire plus tard, là, mais il avait choisi Dante Culpepper en disant que Drew Brees, son opération, il s'en remettrait jamais, puis etc. Et il prenait Dante Culpepper comme corps arrière d'une équipe qui était quand même là, très bien équipée à l'époque. Il y avait Gus Frerotte qui avait été le corps arrière l'année dernière, qui avait pas, l'année d'avant, qui n'avait pas connu une mauvaise saison, mais c'était ça qui manquait aux Dolphins, un bon corps arrière. Bref, en plus, Dante Culpepper, là, c'est des histoires horribles, là, qui s'entraînait pas en tout pour se remettre de sa blessure, qui avait couru 2-3 jogging dans un centre d'achat, un parking de centre d'achat, des histoires horribles. Et donc, après tout ce temps, Drew Brees, qu'on avait dit à l'époque, il relancera jamais, faut pas lui donner un contrat, ben, finalement, tu sauras que il peut plus lancer. Justement à cause de cette blessure à l'épaule. Il a donné une entrevue dernièrement en disant que même quand il joue dans sa cour arrière avec ses enfants, il peut plus lancer. Hein? Et qu'on avait raison de pas le prendre. Il lance la main gauche. T'es grand. On a eu raison. On a eu raison. Ben, là, tu vas me dire, c'est sûr, là, il a 45 ans puis il joue plus, mais on l'a pas pris parce qu'il pouvait pas lancer. Mais, regarde, finalement, c'est le temps qui nous a donné raison. Donc, il peut plus Nick Saban était un visionnaire. Exactement. Et il avait raison. Donc, un jour, il lancerait plus. Sauf que là, ce qu'on savait pas, c'était juste que ça allait arriver 15 ans plus tard. Et, autre chose intéressante qu'il a dite, c'est que il peut plus lancer au-dessus de sa ceinture, mais il peut jouer en dessous, il peut continuer, et il s'est mis au pickleball, monsieur. Et donc, Drew Brees, bien qu'il ne peut plus lancer au par-dessus son épaule, above the waist, je sais pas comment le dire. Au football, là. Exact, mais il peut donc jouer au pickleball, et il a l'air à y trouver beaucoup de plaisir. Eh ben. Ça t'émeut, hein? Mais là, je vais l'amener. T'amènes Drew Brees au bord. Mais je vais amener Nick Saban au bord. Parce que je vais aller triompher avec lui. Le bon choix qu'on a fait à l'époque de choisir Dante Culpepper au lieu de Drew Brees en se disant Drew Brees, son opération est trop grave, il pourra plus lancer. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, je vais l'amener prendre le Right Choice Cocktail. C'est donc ben bon. Le Right Choice. Ouais, le Right Choice Cocktail. Donc, 1 once et demie de gin, such as Hendrix. Alors, tu vois, on met pas n'importe quoi comme gin dans notre drink. 3/4 d'once de jus de lime, du sirop d'érable et 2 onces de champagne pour célébrer ce choix qu'on a fait à l'époque, qui était le bon de prendre Dante Culpepper au lieu de Drew Brees. Là, tu vas me dire, Drew Brees a gagné des Super Bowls après, pis c'est un Hall of Famer, blablabla, mais... C'est un détail, ça. Ça, c'est des détails. Ce qui compte, c'est qui a eu raison à la fin, hein, il peut plus lancer. Ouais. Nick Saban avait raison. Voilà. Donc, Nick Saban, d'ailleurs, qui m'a fait rager, c'est pas de sa faute, là, en fait, là, mais quelle victoire sur Auburn en fin de semaine. Je sais pas si tu as eu la chance de voir la fin du match. In extremis. Mais ils ont laissé, en tout cas, là, franchement, Auburn, là-dessus, ils ont dormi au gaz. Gaz. Laisser Bond tout seul dans la zone début contre un pauvre petit gars qui courait après, puis pas mettre de pression sur le carrière. Il y a eu 5 minutes pour lancer. Incroyable. 4:30. 4:31. Puis convertir ça par un toucher. C'est complètement fou. Ça aurait jamais dû arriver, mais bon. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'a fait notre édition de cette semaine. Merci Steph, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone Payante. Bonne semaine.